Survit assez peu longtemps d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, on se demande comment font les aliens une fois qu'ils ont tué tout le monde. Parce que ça aussi, c'est... on n'a pas la suite de l'histoire, mais comment cette espèce arrive à se perpétuer sans humains pour vivre, quoi. C'est un des mystères. Faut pas trop réfléchir, en fait. Si vous me permettez, le cas d'Alien, c'est directement tiré d'un exemple de la nature. Hein. Il existe des guêpes qu'on appelle des guêpes parasitoïdes qui pondent dans les araignées et l'œuf éclot et à l'intérieur de l'araignée, la larve du parasitoïde se nourrit de l'araignée de l'intérieur. Et donc on trouve souvent une correspondance entre ce qui est décrit dans un film de science-fiction ou un roman de science-fiction et des situations naturelles. Ouais. Mais ces guêpes ne passent pas après leur temps à tuer des araignées, parce que c'est un peu le problème des aliens qui, eux, une fois qu'ils ont... donc ils tuent ce qui leur permet en fait de vivre. C'est une espèce de... Quand on y réfléchit, c'est un peu paradoxal. C'est une histoire d'équilibre des populations. Mais dans Alien, on n'a pas les moyens de s'en apercevoir parce que on n'en voit qu'un et... Voilà, bon. Question de scénario. Il y a un autre aussi, dans le film, enfin c'est un exemple popularisé par le cinéma, mais qui est plutôt la littérature au départ, c'est l'excellent roman de Jack Finney, qui ressemble d'ailleurs aux marionnettes humaines de Heinlein. C'est donc l'invasion des profanateurs de sépulture. Je crois qu'il y a eu 3 films, 3-4 remakes successifs, où là ce sont vraiment aussi des parasites, mais qui s'emparent du corps et qui dirigent carrément le corps de leur hôte. Donc pour le coup c'est des extraterrestres sous forme végétale, et qui là c'est une forme de... Le processus n'est pas exactement expliqué, mais voilà, ils s'emparent ils dominent carrément le corps et les pensées des humains, et ils font même une copie. Donc il y a aussi autre chose. Alors ça, je sais pas si ça existe dans la nature. Les parasites qui font une copie, qui arrivent à copier un être. Il y a des virus qui copient les cellules, qui s'intègrent dans l'ADN de la cellule et qui en remplacent des parties, non? Qui copient l'ADN. Est-ce que c'est à ce niveau de complexité? Je ne sais pas. Et là, récemment, je suis tombé sur 2 exemples. Alors, c'est marrant la synchronicité parce que un livre, une BD que je traduisais et un roman que je lisais parlaient tous les deux je crois que c'est le cordyceps, un champignon parasite qui s'attaque au cerveau des humains. Donc ça c'est vrai, hein. Et donc c'était des utilisations faites dans deux œuvres de fantastique et science-fiction qui s'emparent du cerveau. Alors c'est pas dans les œuvres en question, c'était des humains, mais qui s'emparent du cerveau de leur hôte pour les obliger à je ne sais plus exactement ce que c'était, mais monter, à se suicider pour pouvoir se propager, peut-être que Guillaume pourra nous en dire plus, à se propager en fait en s'emparant du cerveau. Donc là c'est du parasitisme, je sais pas, on peut dire psychologique, enfin je sais pas comment on pourrait dire. Oui, tous les cas de figure qui ont été cités sont retrouvés dans la nature. Alors, on a cité un cas de parasite qui modifie le comportement de son hôte. Et effectivement, ça existe chez certains parasites qui, lorsqu'ils atteignent notamment des fourmis, induisent ces fourmis, changent le comportement de ces fourmis, en fait, assez drastiquement. Elles montent en haut d'un brin d'herbe et elles se pendent au brin d'herbe, ce qui augmente leur probabilité d'être broutées par le mouton, qui lui est l'hôte suivant, parce que les parasites ont souvent des cycles de reproduction complexes, mais ils sont complexes uniquement par la contingence des étapes antérieures par lesquelles leur lignage est passé. Il n'y a rien de calculé là-dedans. C'est justement, si ça avait été calculé, on n'aurait jamais fait ça aussi complexe, mais il se trouve qu'il y a des parasites qui passent par 1, 2, 3 autres au cours de leur cycle de vie. Et là, il y a une étape qui passe par la fourmi, puis l'étape qui passe par le mouton, lequel broute la fourmi, et donc s'infeste, et on peut passer à la phase suivante de la vie du parasite. Alors ça passe effectivement par une manipulation du comportement de l'hôte. Et puis le cas de du mimétisme du comportement de l'hôte, alors là c'est un peu plus subtil. Il existe par exemple des petits poissons labridés qu'on appelle des nettoyeurs, mais pas des nettoyeurs de vitres, des nettoyeurs, des branchies,
d'autres gros poissons télostéens, osseux, qui viennent se garer à la station de lavage. Hein, c'est comme un garage. Hein, il y a des endroits dans le récif corallien où un mérou vient se poster et il sait qu'à cet endroit-là, il y a une petite troupe de nettoyeurs qui va venir derrière les ouïes, enfin dans les fentes branchiales, à l'intérieur des branchies et puis dans la bouche. Ces nettoyeurs vont venir débarrasser le mérou, enfin, ou autre gros poisson, des parasites branchiaux, parce qu'il y a pas mal de vers parasites des branchies chez les poissons télostéens. Et il y a un animal qui mime à la fois la robe et le comportement de ces nettoyeurs. C'est un petit gobidé, c'est une autre famille, donc anatomiquement ce ne sont pas les mêmes poissons, mais quand vous les regardez de l'extérieur, vous avez franchement l'impression que ce sont les mêmes. Il y a le même patron de coloration, et il y a le même comportement de nettoyage. Seulement, alors là c'est un parasitisme du comportement, le gobidé arrive parmi les labridés, il mime leur comportement, il est protégé quelque part par le fait que ces animaux soient en banc, parce que être en banc quand on est un poisson marin, c'est plutôt une protection. Et il fait semblant de se nourrir des parasites, mais ce qui l'intéresse, lui, c'est pas les parasites des branchies du mérou. Ce qui l'intéresse, c'est d'arracher des petits morceaux de mucus, des petits morceaux de peau et des petits morceaux d'écailles du mérou. Ça fait mal. Voilà. Et alors le mérou, quand il sent qu'il se fait niaquer, bah, il n'est pas content, et du coup, il retire en quelque sorte la subsistance des labridés qui, eux, étaient là pour nettoyer le mérou. Et il y a je parlais d'équilibre de population tout à l'heure, ce petit jeu, il se joue jusqu'à un certain équilibre. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où les gobidés parasites du comportement, si je peux le dire comme ça, deviennent trop nombreux, ils finissent par se faire repérer par les labridés. Et là, ils se font chasser. Et donc il y a un seuil, il y a toujours cette idée de seuil, c'est-à-dire que ça marche tant que le seuil n'est pas trop élevé. Et quand le seuil devient élevé, bah, c'est l'ensemble du système qui s'effondre. Et le parasite a perdu, tout le monde a perdu dans la partie. Hein, voilà. Donc c'est très complexe. Hein. On vient de se débarrasser de ces parasites dans une station de lavage par des labridés qui font leur job, mais qui sont parasités du point de vue comportement par des gobidés qui viennent chercher une autre ressource chez le mérou. Vous voyez, ça commence à devenir compliqué. Alors moi je suis frappée d'une chose en vous écoutant, c'est qu'il y a une espèce d'échelle de valeur qui n'est pas forcément exprimée. On a tendance à considérer que l'hôte, c'est la créature supérieure, la plus intelligente, la plus intéressante, la plus grande, et puis que le parasite, c'est le petit machin qui s'accroche et qui éventuellement n'aura pas que des effets négatifs sur l'hôte, mais que le parasite est secondaire. Et Jean-Claude Dugnac, il fait quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'il inverse complètement notre point de vue. Dans notre regard et notre échelle de valeur, habituellement, on met l'humain tout en haut. Eh bien, Jean-Claude Dugnac prend un plaisir pervers à faire, dans une symbiose tout à fait inattendue, l'humain se retrouve dans la position du parasite, il est plus petit et il vit dans les animaux vils que vous avez découverts dans Étoile mourante ou dans d'autres récits de Jean-Claude. Ces créatures immenses, majestueuses, et dont je me suis toujours demandé quel bénéfice ou comment elles ressentaient la collaboration avec les humains qui les parasitaient.